Je sais qu'il y a des gens qui me voient des fois et que ça leur fait du bien de me voir parce que soit ils sont atteints d'une maladie qui est incurable ou soit voilà. Donc ça me fait du bien. En fait, c'est ça qui me fait du bien, c'est ça qui me nourrit aussi des fois parce que me disant voilà, j'ai fait du bien à quelqu'un aujourd'hui ça a donné du moral à quelqu'un qui était handicapé ou quoi que ce soit. Mais elle devient optimiste dès qu'elle est en compétition. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneureux, bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais 2 épisodes du podcast Allez Vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspirés et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un lieu, alors qui pour moi en tant que petit-fils et fils de Roubaisien est hyper important, en plus en fan de sport. On est dans le vélodrome de Roubaix. Alors pas celui qui est à l'extérieur où les gens voient à la télé avec le Paris-Roubaix, celui de piste qui a accueilli il n'y a pas longtemps les championnats du monde. J'ai eu la chance de venir voir. Et donc on est avec Gérard et Christelle. Gérard qui est l'entraîneur de Christelle, mais on va expliquer tout ça après là. Et avant d'expliquer tout ça, je voudrais faire un petit clin d'œil à Stéphane qui va se reconnaître, Stéphane Rossignol, qui nous a mis en relation et qui aujourd'hui est devenu l'un de mes plus grands fans du podcast. Il me challenge sur des trucs et merci à lui. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait qu'on va démarrer le podcast de cette manière. On va faire ensemble un portrait chinois, ce qu'on appelle un portrait chinois, c'est-à-dire que je dis un mot, puis vous me donnez celui qui vous vient à l'esprit. Donc on va démarrer par toi, Gérard. Si je te donne un lieu, tu me dis quoi ? Villeneuve-la-Garenne. Ok, on expliquera après pourquoi. Si je te demande un passe-temps, une passion ? En premier, le vélo. Après, on peut dire les chevaux, le casino, enfin voilà. Et si tu serais plutôt sucré ou salé ? Alors, sucré, mais comme j'ai du diabète, il faut que j'évite au maximum. Et plutôt salé. Plutôt salé. Et si je te demande un plat de ce fait-là ? La tête de veau. La tête de veau, ok. Et si je te demande une habitude ou une manie, tu me dirais quoi ? Est-ce qu'il y a une habitude ou est-ce qu'il y a une manie plus ? Optimiste, c'est une manie, non ? Ouais, c'est une bonne habitude d'être optimiste, c'est très bien. Bon, merci, on revient à toi Gérard très très vite. Christelle, si je te demande un lieu ? Miac, en Bretagne. En Bretagne, ok. Très très bien la Bretagne. Si je te demande un passe-temps ou une passion ? Le chocolat. Ah ouais, on est... Autre que le vélo, mais c'est une deuxième passion. D'accord. Ah, ok, tu le travailles le chocolat ou tu fais que le manger ? Je le fais manger, mais j'aimerais bien le travailler. Mais bon, je pense qu'il est un peu tard pour le faire. Mais oui, c'est une bonne passion. Ok. Plutôt sucré ou salé ? Les deux. Les deux. Ouais. Et donc, si je te demande un plat ? Galette saucisse. Ah, Bretagne. Ouais. Bien. Ok. Et si je te demande une habitude ou une manie ? J'ai pas forcément de manie ou des habitudes. Si, comme on disait tout à l'heure, si peut-être me ronger les ongles un petit peu avant les compétitions, avant le stress. Mais non, sinon j'ai pas de l'habitude. Si, c'est de faire du vélo tous les jours. C'est mon équilibre. Ok. Alors, vous avez compris, pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro, sont passés tout de suite, n'ont pas vu éventuellement la vignette du podcast, on va parler de vélo aujourd'hui. Et on va parler aussi d'un duo. Et je vais passer la parole à Gérard d'abord pour qu'il se présente un petit peu, nous expliquer son parcours. Et puis tout doucement, en fait, on va en arriver au lien qu'il y a entre Gérard et Christelle et on comprendra toute l'histoire qui, à mes yeux, me paraît très intéressante et très riche en émotions. Moi, j'ai commencé le vélo à 14 ans parce que mon papa faisait du vélo. Et puis, je suis arrivé donc à Villeneuve-la-Garenne à la VG. Maintenant, ça fait 60 ans. Donc, j'ai été fidèle à ce club. J'ai commencé à Neuilly à 13 ans. Et comme on habitait Villeneuve-la-Garenne, après, tout simplement, on a été vers Villeneuve-la-Garenne. Et puis, j'ai commencé par courir un peu. Mais comme j'étais pas très bon, il fallait que je sois très technique. Ce qui m'a servi après pour préparer les coureurs. Voilà. Moi, j'ai gagné ma première course à 27 ans seulement.
Donc j'ai mis le temps, mais j'ai réussi. Et puis après, rapidement, je me suis occupé des garçons et des filles. J'ai eu un très bon coureur qui s'appelle Serge Barbara, un autre qui s'appelle Carlos Zacruz qui a fait le Tour de France. Donc de bons résultats en tant qu'entraîneur. Si je ne les ai pas eus en tant que coureur, je les ai eus en tant qu'entraîneur. Et entraîneur de cyclisme sur piste? Alors, je ne vais pas dire entraîneur, parce que à part le BF2, choses comme ça, je n'ai pas les diplômes comme un entraîneur. Mais j'ai de l'expérience, surtout de regarder comment ça se passe, d'être présent toute l'année sur toutes les courses. Et ce qui m'a donné une certaine expérience pour pouvoir après essayer d'importer mon expérience au coureur. Ok. Et donc c'était plutôt, que ce soit ta carrière ou entraîneur, c'est plutôt sur piste ou piste et route? Piste et route. Piste et route. Ouais, ok. piste et Donc route. vélo à 100%. Pas cyclocross, mais piste et route. D'accord. Ok. Comment tu as rencontré Christelle? Alors justement, moi je m'occupais de la piste, et j'avais des filles qui faisaient de la piste, parce que rapidement je me suis tourné sur le cyclisme féminin, puisque c'était plus simple pour les garder. C'est-à-dire qu'un coureur comme Carlos Zacruz, rapidement, il était obligé de changer de club, etc. Alors que les filles, jusqu'à maintenant, on pouvait les garder au niveau national, même international. Il n'y avait pas de structure encore qui pouvait les prendre. Donc c'est pour ça que je me suis occupé après, depuis 35 ans à peu près, des filles. Puis Christelle m'a vu un jour à la piste. Et ce jour-là, elle dit à son papa, monsieur là-bas, il s'occupe bien de la piste, j'aurais bien aimé qu'il m'entraîne. D'accord. Et donc c'est là votre rencontre. Donc Christelle, est-ce que tu peux, avant de refaire le lien avec ce moment où tu croises Gérard pour la première fois, nous expliquer un petit peu d'où tu viens, quel est ton parcours, et puis on arrivera à la rencontre avec Gérard. Oui, mon parcours, donc j'ai commencé le vélo en école de cyclisme à Sannois, dans le 95, un club formateur aussi. Et j'ai commencé la piste avec ce club-là. Et j'ai vu, c'est vrai que c'est sur une compétition sur piste où j'ai vu qu'il y avait un regroupement féminin au niveau du club de Villeneuve-la-Garenne. Et j'ai dit à mon père, ouais, c'est bien, il n'y a que des filles, et ça m'a intéressé. Et donc on s'est présenté à Gérard, et puis après ça s'est fait comme ça. Je suis rentrée dans le club de Villeneuve-la-Garenne, et moi aussi je suis fidèle depuis au moins bien 30 ans au club de Villeneuve-la-Garenne. Et donc j'ai fait mes compétitions en tant que valide. Et maintenant, je suis au sein de Villeneuve-la-Garenne, mais dans l'association a créé une section paracyclisme pour moi, pour que je puisse continuer à être au sein du club de Villeneuve-la-Garenne. Ok, on expliquera ce qui a amené tout ça. Moi, j'ai une question, parce que quand on voit à la télé le cyclisme sur piste, on ne se rend pas compte à quel point la piste, elle est... presque verticale. C'est impressionnant quand on est vraiment dans un vélodrome de voir, quand on est jeune comme ça, qu'est-ce qui t'a attiré vers la piste? L'adrénaline, les sensations qu'on a tout de suite quand on est à la balustrade. Là, par exemple, sur une piste, il y a un angle de 44 degrés à peu près. Donc... Et oui, c'était la vitesse en fait. C'était l'effort en lui-même qui m'intéressait, quoi. C'était moins... sur route, voilà, c'est long, on peut regarder le paysage, que là, c'est réactif, c'est un sport, c'est une discipline qui est réactive, et c'est ça qui m'a plu tout de suite, quoi. Ok, si on compare, on serait un peu comme sur la course à pied où on va avoir le sprint et on va avoir le fond. Là, toi, tu voulais cette... Ouais, moi, je voulais ce truc d'aller vite. Donc, facilement, on a des sensations sur piste en sensation de vitesse. C'est ça aussi qui donne un petit peu d'adrénaline, et je pense que j'étais à la recherche de ça en fait. Et donc Gérard, quand tu vois arriver Christelle et qu'elle vient te solliciter, c'est quoi ce qui s'est passé après les premiers résultats? Comment tu as commencé à l'accompagner? Elle était dans un groupe particulier? Non, c'est simplement fondu aux autres. Ensuite, il y a sa sœur qui est venue aussi après, donc qui faisait pas du tout de vélo, que j'ai réussi à convaincre parce qu'elle avait mal au genou. Toute sa famille faisait du vélo sauf elle. J'ai réussi à la convaincre et puis à l'emmener jusqu'au championnat du monde, qui est pas mal. Bon, après, elle a eu problème de genou parce que c'était à l'époque des pédales look. L'équipe de France obligée de mettre des pédales look qui à l'époque étaient bien fixes. Et elle s'est mis le genou en l'air à cause de ça. Bon, Jeanne Longo, elle avait une notoriété, elle ne voulait pas les mettre, elle ne les mettait pas. Par contre, les autres, ils étaient obligés de les mettre, sinon ils n'allaient pas au championnat du monde, etc. Ça, c'est une petite anecdote. Non, elle s'est bien fondue dans le groupe. Même au début, c'est son père qui l'emmenait rouler. Moi, j'emmenais rouler sa sœur. Alors, on avait des petites différences de point de vue sur le fait de rouler. Je pense qu'elle roulait plus vite avec son père. Moi, je roulais plus doucement avec sa sœur.
Bon, après, avec sa sœur, ça s'est avéré qu'elle a bien progressé et tout. Puis après, Christelle m'a rejoint pour pouvoir continuer à progresser. Et sur piste, il y a beaucoup de techniques. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on n'est pas bon, on essaye de compenser par la technique que Christelle fait actuellement avec sa jambe en moins. Elle a sa jambe en moins, mais par contre, quand on regarde sur les paracyclismes, c'est pratiquement la seule qui arrive à se mettre dans les roues. Donc c'est quand même un avantage. Donc le seul, ce qui n'est pas un avantage, c'est qu'elle a une jambe en moins et qu'elle court avec des filles qui ont 2 jambes. Alors ça, c'est un peu compliqué. Dans la même catégorie, je parle. Hein. Donc voilà, après, c'est les classifications qui sont faites comme ça. On est obligé de les subir. Et pour revenir sur un point technique, comment on fait pour s'entraîner à appréhender cette piste et notamment ce côté Bon, ça n'a aucune influence. C'est-à-dire quand on a roulé dessus, après, il n'y a pas de souci, on ne pense plus du tout à ça. Après, c'est plutôt de la tactique de course, de savoir quand c'est qu'il faut partir, quand c'est qu'il faut prendre les roues, etc., se préparer pour le sprint, pas partir à 400 mètres pour un sprint, il vaut mieux attendre les 200 mètres. Enfin, plein de petites choses comme ça qui viennent. Et quand on est jeune, on les apprend beaucoup plus vite. Donc voilà. Et puis bon, elle a été douée. Hein. Je veux dire que voilà, par rapport à d'autres filles de son âge, on sentait qu'elle avait ce petit truc en plus au niveau de la vitesse. Et d'ailleurs sur la route, elle a gagné beaucoup de courses. Dès que ça arrivait au sprint, pratiquement, elle pouvait gagner, quoi. Et donc toi, Christelle, quand tu commences à sentir que tu as du potentiel pour faire des courses à un peu plus haut niveau, comment ça se coordonne avec entre le sport et les études et après à terme la vie professionnelle? Parce que je sais que c'est souvent une question des parents, c'est-à-dire que moi, pour être bénévole dans un club de basket et tout, on a des discussions très régulièrement sur à quel moment on privilégie les études, à quel moment on privilégie le sport. Donc toi, justement, maintenant que tu as ton expérience et que c'est du passé, comment tu as vécu cette période-là ? Bon, en fait, quand on est jeune, on ne se rend pas forcément compte. Je faisais mes études normalement en primaire, collège. Mais après, à partir de collège, j'ai dû prendre une décision en fait parce qu'en 96, j'ai été championne de France et là, il fallait que je rentre en équipe de France. Et en équipe de France, donc ailleurs avec Monsieur Morellon, c'était un grand champion. J'ai dû prendre une décision de passer un brevet d'État parce qu'il fallait qu'on soit soit qu'on travaille ou soit qu'on ait des études à suivre parce qu'ils essayaient de faire un double parcours quand même, qu'on ait quelque chose à la fin quand on sort d'équipe de France. Donc quand j'ai été ailleurs détectée en 96 parce que j'ai été championne de France en vitesse et j'ai eu junior ouais. Et j'ai eu le recordman de France. Record de France du 500 mètres départ arrêté. Voilà. Donc là, j'ai été détectée pour l'équipe de France, où j'ai fait 3 ans hier. J'ai fait une bonne petite carrière valide, quoi. D'accord. Et ce côté, donc tu as passé un diplôme, c'est ça de brevet d'État, un brevet d'État. Un brevet d'État, ouais. D'accord. Donc c'était compliqué au début, parce que quand je suis arrivée hier, donc j'étais toute jeune. Il a fallu que je passe mon permis très rapidement. Ça a été compliqué au tout début. Ouais, ça a été compliqué au début. Mais bon, après, ça s'est mis. Et puis voilà, la vie se fait. Mais c'est vrai que quand on revient à être sportif de haut niveau, c'est le gros problème, en fait, pour pouvoir performer. Il faut pouvoir être équilibré dans sa vie professionnelle parce que quand on est un petit peu on n'est pas stable, on peut pas performer comme il faut parce que automatiquement ça travaille l'humain, ça nous travaille et on n'est pas relâché pour nos efforts et c'est un petit je vais pas dire c'est un petit peu mon problème là, mais parce que je travaille au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines et je suis aidée par la ville de Villeneuve-la-Garenne, c'est pas facile. Ça veut dire que même quand je vais arrêter peut-être en paracyclisme, il va falloir que je me débrouille quand même, quoi. Ouais. Et en revenant juste sur cette arrivée à hier, tu quittes ta famille. Et je suppose que Gérard te suit peut-être de loin. De loin, ouais. Je quitte ma famille, je suis à 800 km de ma famille. Gérard passe de temps en temps me voir quand il peut, parce que hier, c'était pas tout près. Hein. Donc c'est vrai que pour une jeune, c'est compliqué. Ça m'a fait grandir, c'est sûr, mais c'est vrai que je me suis retrouvée dans ma chambre avec un petit réchaud de camping, parce que les repas, ils n'étaient pas prêts pour nous. Hein. Fallait, après l'entraînement, se faire à manger. Je me rappelle très bien, j'étais avec ma petite poêle, mon petit réchaud de camping dans ma chambre qui faisait 10 mètres carrés. Mais je l'ai vécu, ça m'a fait grandir et je suis contente, quoi. C'est là où je ne me considère pas comme un entraîneur, mais comme un accompagnateur de champion. C'est-à-dire que voilà,
j'ai pas des techniques, surtout maintenant où ils travaillent tous avec les Garmin, etc. Moi, je fais pas la même chose. J'accompagne plus le sportif quand il y a des baisses de morale, quand il y a des baisses de confiance. Parce que Christelle, je pense qu'elle ne se rend pas forcément compte de ce qu'elle est capable de faire. Elle est toujours plutôt pessimiste. Et moi, je suis un peu plus optimiste. Trop. Je suis trop optimiste, mais... Des fois trop, ouais. Il y a un bon équilibre juste au milieu des deux. Là. Mais généralement, quand je lui ai dit qu'elle allait être championne du monde, parce que je savais qu'elle était prête, et elle a été championne du monde. Alors que ça fait 4-5 ans qu'elle courait après en master. Donc là, je pense que maintenant, elle peut faire une médaille au championnat du monde sur piste, surtout dans le scratch. Il y croit un petit peu, mais je pense que voilà. Donc ça éclaircit un petit peu effectivement ton rôle, le fait d'avoir justement cette distance, de revenir de temps en temps et d'accompagner. Moi, je voulais juste revenir sur une chose. Comment on concilie ce côté justement faire des choix de carrière professionnelle tout en continuant à privilégier le sport? Est-ce que après ce brevet d'État, on t'a fourni quand même un travail et tout? Parce que faut quand même le souligner, ça fait plusieurs podcasts que je fais avec des sportifs de haut niveau. Malheureusement, on va dire hormis quelques-uns, foot, basket et puis quelques autres, la plupart ne vivent pas de leur sport. Et donc, quand toi, tu dois faire un choix entre les deux, comment tu organises tout ça? Alors, le choix, c'est vrai que le brevet État, heureusement que je l'ai, du coup, parce que ça m'a permis de travailler au Conseil général du 92 grâce à des réunions qu'il y a eu, des réunions qui n'ont rien à voir, mais des réunions sportives contre le dopage. Et Gérard, il était là encore pour dire, vous faites quoi pour des athlètes qui ne se dopent pas? Alors, il a montré mon palmarès, et j'ai été employée au sein du Conseil général grâce à ça pendant presque 2 ans, donc avec mon brevet d'État. Et donc là, aujourd'hui, je travaille encore avec mon brevet d'État au sein du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Donc voilà. Mais c'est vrai que Gérard a tendance à plus me mettre en lumière que moi, parce que comme il dit, il est optimiste et moi je suis pessimiste, et j'ai pas tendance, c'est pas facile pour moi de me mettre en lumière en fait. Se mettre en avant, oui. Ouais, me mettre en avant, j'ai tendance plus à me mettre derrière quelqu'un que me mettre en avant. D'ailleurs, son brevet d'État m'a dit au début, ça va rien me servir, mais enfin bon, voilà, ça l'occupait, mais pour elle, ça allait pas lui servir. Ok. Et donc cette carrière commence à porter ses fruits. Hein. Il y a donc eu ce titre de champion de France junior. Et ensuite, comment ça s'enchaîne? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des performances que tu fais? Comment tu gardes la motivation? Quels sont les objectifs que tu te fixes? Parce qu'on sait que c'est important pour un sportif de haut niveau d'avoir des visions. Qu'est-ce que tu visais à l'époque? Est-ce que tu as eu l'envie de devenir championne du monde, de participer à des grandes compétitions qui te faisaient rêver? Alors oui, quand on vit dedans, en fait, je ne vais pas dire qu'on se laisse naviguer, mais un petit peu. Mais c'est vrai moi, je marche avec les objectifs. J'avais toujours ce cas, c'est que je suis tombée dans une année où c'était Félicia Ballanger, Magali Forimbert et Nathalie Even-Lancien. Donc j'étais la 4e, donc c'était compliqué de faire sa place, même pour aller dans les Coupes du Monde ou être championne du monde, quoi. Donc j'avançais, j'essayais de faire des beaux championnats de France déjà, et puis d'essayer de me faire ma place. Mais c'est vrai que je suis tombée dans une année où elle a prolongé, hein, Félicia, elle a prolongé. Dites-moi si je me trompe, mais Félicia Ballanger, championne olympique, championne olympique, multiple championne olympique, et championne du monde. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc je suis tombée dans une année où c'était pas forcément le plus facile. Plus en 1996, c'est une année où aux Jeux Olympiques, c'était pas trop clair pour tout le monde. Bon, c'est vrai, non, mais je veux dire qu'après, moi, je sais que j'ai toujours été contre, je l'ai toujours suivi et conseillé de ne rien prendre, de ne pas écouter les faiseurs de champions. Si elle y arrive toute seule, elle y arrive toute seule. S'il faut passer par des artificiels, c'est pas au niveau de la santé, c'est pas terrible. Donc moi j'ai toujours eu cet objectif. Au moins je dis tu réussis, tu as réussi, tu sais que c'est toi qui as réussi. Mais tu illustres aussi une chose, c'est que pour être sportif de haut niveau dans certains sports, alors il y a d'autres sports c'est un peu différent, mais il y a aussi ce côté être là au bon moment et on tombe dans une génération dorée. On est peut-être un an avant, on aurait peut-être été la meilleure de la génération d'avant, et un an après, on est 4e. Exactement ça. C'est comme en paracyclisme où les classifications font le sportif en fin de compte. Parce que là, dans les catégories 5, pour être classifié 5, avec un doigt de pied en main, 2 doigts en moins et tout, on est dans des bonnes catégories, enfin dans des bonnes classifications. Alors, soit on est en haut de sa classification et on est bien, soit on est en bas
Et c'est compliqué. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis un moment, parce que j'ai eu d'autres sportifs qui ont eu un accident de voiture. Pareil, il nous a dit, c'est vraiment compliqué, quoi. Il n'y a pas d'égalité, quoi. C'est un petit peu, voilà. On ne peut pas non plus avoir 10 ou 15 catégories non plus. Ouais, je sais que c'était le message quand on regarde les Jeux paralympiques, il y a souvent des discussions, des échanges sur... Ouais. Et donc justement, on va en arriver tout doucement à cette situation. Donc tu mènes ta carrière valide. À quel moment arrive ce problème c'est vers la fin de ta carrière, au milieu de ta carrière, ce problème physique? Alors ce problème physique, il est arrivé en 2016. En 2015, je suis championne du monde en master de course au point, une épreuve qui se dispute sur piste. Donc en février 2016, j'ai eu ce souci-là, j'ai eu mal au dos, j'ai eu une sciatique paralysante qui a été tout de suite flagrante. Mais le médecin n'a pas bien vu ce problème-là, j'ai été mal diagnostiquée, ça veut dire que du coup, je me retrouve avec ma jambe qui fonctionne pas bien, quoi. Donc, je peux pas m'en servir normalement, quoi. Okay. Et en fait, quand tu dis mal diagnostiqué, c'est que si tu avais eu un bon diagnostic, aujourd'hui... J'aurais encore ma jambe. Voilà. Ouais. Le problème, c'est que le médecin de garde qui l'a vu, il l'a même pas fait marcher, et il a donné des médicaments et une piqûre, non? Ouais, j'ai eu des choses, ouais. Alors qu'il aurait dû l'envoyer directement dans une clinique pour se faire opérer. Si elle était opérée tout de suite, ça passait. Donc, ouais, ça arrive. Faut dire que ce bobo aussi est venu. Notre sponsor Cap Express l'a embauché pendant 3 ans en tant que coursier à Paris. Coursier à Paris, il y a des fois, c'est des bouteilles de champagne qu'on a sur le dos. Ouais. C'était pas là à Paris à vélo, on est d'accord. Coursier à Paris à vélo, bien sûr. C'était pas là pour arranger les choses, malgré que grâce à ça, moi je pense qu'elle était championne du monde grâce à ça, parce que la première année, elle était cuite. La deuxième année, ça allait un petit peu mieux. Et la troisième année, j'ai dit là, t'es prête. Oui, parce que en fait, quand il dit grâce à ça, c'est pas évident de comprendre pourquoi grâce à ça, parce que je faisais presque 100 bornes par jour, tous les jours. Donc j'étais sur mon vélo tous les jours. Donc automatiquement, les premières années, j'ai accumulé une fatigue, et après le corps s'est habitué. Et c'est vrai que là, au niveau des efforts longs, j'étais bien, quoi. D'ailleurs, sa course au point, qu'elle est championne du monde, qui doit être sur YouTube, je crois, c'est un modèle à voir pour les jeunes. Parce que franchement, elle a fait tous les sprints, je crois. Elle revenait, elle passait juste sur la ligne, elle se replaçait au niveau du placement. Bon, c'est là qu'elle est douée, qu'elle est technique. C'est ce qui va lui servir aussi maintenant en paracyclisme. Parce que la technicité, je veux dire, on l'a pas. Et vraiment, dès le début, elle a toujours été assez technique, assez, pas dire filoute, mais au moins, comme c'est derrière la moto, c'est la seule qu'on voit, elle est à 2 cm de la moto, quoi. Et naturellement, sans chercher à faire... voilà. Donc, quand on parle de coursier, effectivement, il peut y avoir du poids sur le dos. Ah oui, j'ai porté beaucoup de poids. Quand il disait bouteille de champagne, j'ai eu jusqu'à 12 bouteilles de champagne sur le dos. Donc, sachant qu'on passe, on virevote entre les voitures, il y a les pavés. Non, j'ai eu certains sacs à dos qui étaient assez lourds, hein, même des dossiers d'avocat, tout ça. Le papier est très lourd. Donc, mais c'est un métier que j'ai vraiment apprécié parce que en fait, c'est pareil, c'est l'adrénaline. Toute la journée, tu es dans l'adrénaline. Hein. Je ne cache pas que j'ai grillé, je sais pas, peut-être des centaines de feux rouges, avoir des piétons avec leur téléphone ou les motos. Voilà, on a le regard partout et automatiquement, il faut aller vite aussi parce que les clients, ils veulent leur en temps et en heure. Donc, c'est un métier qui m'a plu parce que j'étais libre aussi encore de... Le vélo aussi, c'est une question aussi de liberté. C'est vrai qu'on prend son vélo, on voit tout de suite du paysage, on est libre, je suis bien sur mon vélo en fait. 3 accidents en 3 ans, donc ça fait un par an. À Paris, c'est pas beaucoup. Oui, c'est ça. Voilà. Malheureusement, c'est pas beaucoup. Et donc, vous pensez tous les deux qu'il y a quand même un impact sur ce poids, sur... Je pense, oui. Ouais. Okay. Oui. Après réflexion, je pense que c'était... Et donc à quel moment, ce mauvais diagnostic qui fait que la jambe est paralysée, à quel moment on a le diagnostic final qui dit la jambe elle sera tout le temps paralysée? En fait, le médecin quand il m'a vu, il m'a dit je pense que ça va être compliqué de récupérer la jambe. Et je lui réponds tout de suite, mais je vais faire comment pour faire du vélo, quoi. C'est pas comment je vais marcher, c'est comment je vais faire du vélo. Et comment on réfléchit. Après,
Ce qu'il y a, c'est que j'ai de la chance, j'ai été bien entourée, j'ai de la famille, Gérard, ils ont toujours été là et je me suis vite remis à cheval, quoi. Un an après, en septembre 2017, j'étais sur mon vélo pour faire les championnats de France, mes premiers championnats de France en e-sport en fait. Et oui, ça a été compliqué au début parce que physiquement, je faisais 10 km, fallait que j'aille me coucher après. Et quand je vous dis que, par exemple, là, à 15 à l'heure, là, il y a 2 semaines, j'ai dû faire 200 bornes quoi, sur route. Donc on peut voir que le corps quand même peut s'adapter à certaines choses. Même quand je disais à Gérard, je crois qu'en valide, j'ai pas été au bout des choses parce que là, il y a des choses que je fais ou même où je me surpasse parce que il y a voilà. Et puis c'est vrai que le vélo, je suis comme tout le monde quand je suis sur la piste, j'ai oublié mon handicap aussi. Et est-ce que tu ne penses pas aujourd'hui que ce handicap et cette épreuve t'a aidé à travailler encore plus ton mental, ce qui fait qu'aujourd'hui tu as des performances extraordinaires par rapport à ce que tu pourrais imaginer si tu étais valide. Enfin, c'est compliqué à projeter, mais est-ce que ça t'a pas aidé justement à renforcer ton mental? Alors renforcer le mental, peut-être, je sais pas quoi. J'ai peut-être une tendance à être résiliente quand même parce que je fais déjà des crises d'épilepsie. C'est un handicap invisible, mais qui m'empêche d'avancer, de m'entraîner normalement, qui n'est pas d'ailleurs compris dans mon handicap, dans ma classification de handicap. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc j'étais déjà résiliente par rapport à ça, parce que je me dis, je veux pas que ça soit la maladie qui l'emporte ou quoi que ce soit. Quand j'ai tendance à croquer la vie quand même à pleines dents, même si je suis pessimiste dans ma vie, je suis peut-être optimiste de ce côté-là, où je le fais naturellement en fait. Je sais qu'il y a des gens qui me voient des fois et que ça leur fait du bien de me voir parce que soit ils sont atteints d'une maladie qui est incurable ou soit voilà. Donc ça me fait du bien. En fait, c'est ça qui me fait du bien, c'est ça qui me nourrit aussi des fois parce que me disant voilà, j'ai fait du bien à quelqu'un aujourd'hui ça a donné du moral à quelqu'un qui était handicapé ou quoi que ce soit. Et voilà, mais sinon. Mais elle devient optimiste dès qu'elle est en compétition. D'accord. Autant les pessimistes avant la compétition en disant oh oui machin c'est voilà, mais dès qu'elle est en compétition ça part. Oh, il me faut un dossard sur le dos. Ah, ok, je comprends. Il y a l'esprit de compétition. Et là c'est vraiment c'est vraiment là va se battre jusqu'au bout quoi. Ok. Et parce qu'on n'en a pas parlé, c'est quoi les conséquences pour toi dans la vie de tous les jours? C'est-à-dire que tu es obligé de marcher avec des béquilles parce que c'est important pour les gens de comprendre un petit peu. Et après, on en viendra à comment ça s'est adapté sur le vélo. Ce handicap t'oblige à avoir des béquilles ou tu peux marcher Alors j'ai de la chance. Alors au début j'ai marché avec des béquilles, donc c'est un peu galère parce que du coup on n'est pas libre parce que quand on va faire des courses, automatiquement quand on a la béquille, c'est voilà, les mains sont prises. Je suis suivie par une boîte d'orthésiste prothésiste qui m'a fait une jambe un peu bionique en fait, et Autoboc on peut les citer, il faut pas hésiter quand c'est des choses positives. Autoboc, OPG, c'est Autoboc mais c'est OPG surtout, et qui est situé à Paris, et ils m'ont fait une jambe un peu c'est bionique en fait, ça me permet de marcher comme tout le monde en fait. Et c'est vrai que quand on me voit marcher avec cet appareil là, on pourrait penser que je suis pas handicapée pratiquement. Juste une blessure du genou. Ouais, voilà, c'est exactement. C'est souvent ils croient que j'ai quelque chose au genou, mais non. Après, quand je leur explique et quand ils me voient sans l'appareil, c'est totalement différent, quoi. C'est vraiment l'appareil qui m'aide vraiment à marcher et à avoir les mains libres. J'ai dû changer aussi de voiture du coup. Parce que dans mon malheur, j'ai de la chance quand même, parce que je peux quand même accélérer et freiner, mais je peux pas embrayer. Et donc ça aussi, tout ça, c'est des frais. Parce que j'ai changé de voiture, mais trouver une petite voiture qui coûte pas cher, automatique, avec mes petits revenus, c'est compliqué. Donc, mais sinon, dans la vie de tous les jours, j'essaye de faire comme tout le monde. En fait, c'est mon, voilà, j'ai envie de me confondre à tout le monde en fait. Donc, voilà. Bon, quand je marche, ça couine un peu, mais c'est pas grave, je marche. Mais le jour où elle a essayé l'appareil, elle a pleuré. J'imagine. Ouais, ça m'a fait. J'avais besoin de. Voilà, le fait qu'ils m'ont redonné mon machin, l'émotion revient parce que. C'est dingue. Mais c'est bien. Enfin, c'est bien. Je pense que justement, ça prouve que ce qu'ils t'ont apporté, c'est extraordinaire. Ah ouais, on a de la chance en France.
question de santé d'avoir ça, quoi. En plus, si j'ai pas ça, ça me complique. Alors quand je marchais en béquille, voilà, ça complique encore le dos parce que j'ai encore des douleurs au niveau du dos. Donc ça me le protège quand même de marcher à peu près normalement. Ça me permet de protéger mon dos quand même. Ouais, donc on peut vraiment les mettre en avant et j'hésiterai pas à mettre dans les notes du podcast leur lien, vous me l'enverrez et puis on le mettra parce que quelqu'un qui écoute cette histoire et qui se dit mais en fait, voilà, il y a toujours quelqu'un qui peut être intéressé par ce genre de contact. Moi, ma question, elle est plus après maintenant par rapport au vélo. Comment on fait ? Est-ce qu'il y a une adaptation du matériel ? Voilà, explique-nous un petit peu pour justement se projeter parce que certains ont peut-être déjà vu des épreuves paralympiques, notamment parce que c'est malheureusement les rares fois où c'est diffusé, c'est aux Jeux Olympiques souvent, donc peut-être que certains ont vu mais pas d'autres, donc explique-nous un petit peu. Ouais, alors la première fois que j'ai repris le vélo, c'est avec j'avais une amie qui avait un système de manivelle dissocié. Ça veut dire que soit pédaler de la jambe gauche, soit pédaler de la jambe droite, mais les manivelles sont dissociées. Donc c'est compliqué à expliquer comme ça à des gens qui connaissent pas le vélo, mais bon, voilà. Donc j'ai commencé avec ça. Et après, on a de la chance dans notre région, il y a une société qui s'appelle la société Chronos et lui il fait des pièces de précision pour les avions, pour tout, et donc là il s'est spécialisé aussi dans le vélo, il fait tout ce qui est plateau de vélo et c'est lui qui m'a adapté la manivelle. En fait moi sur mon vélo la manivelle elle est fixée sur mon vélo, donc j'ai la jambe qui est calée au niveau de la pédale. Et j'ai la jambe droite qui bouge pas en fait, elle reste fixe. Donc ça c'est une manivelle qui a été adaptée et ça aussi, encore, ça a des coûts. Et j'ai de la chance que mon club Villeneuve-la-Garenne ils sont là pour me soutenir parce que moi-même toute seule j'aurais pas pu reprendre le vélo parce que sachant que j'ai un vélo de piste et j'ai un vélo de route donc faut adapter les deux vélos et c'est un contre-la-montre. Donc et un contre-la-montre maintenant. Et oui, c'est la société Chronos heureusement aussi qui était là. Parce que sinon, ça aurait été très compliqué de demander à quoi faire une manivelle comme ça, quoi. Et donc, quand tu commences à reprendre goût au sport et donc au vélo adapté de ce fait-là, je ne sais pas quel est le... Oui, mon vélo en handisport, en paracyclisme. En paracyclisme, c'est à quel moment se déclenchent les premiers résultats où tu te dis, tiens, je peux y aller, je peux avoir presque une deuxième vie de cycliste professionnel. Alors vous allez peut-être connaître. En fait, quand j'ai passé mes premières classifications en France, le classificateur c'était Laurent Thirionnais, un ancien champion olympique sur piste, en poursuite. Et lui, il m'a dit vraiment. Tu peux te mettre dans l'idée de pouvoir faire des jeux paracyclisme, quoi, des jeux. Et tout de suite, il m'a mis quoi. On avait cette petite idée-là. En fait, quand j'ai repris le vélo avec Gérard, on s'est dit, en fait, les seules compétitions que j'ai pas fait, j'ai fait les championnats d'Île-de-France. J'ai fait mes championnats régionaux, j'ai fait les championnats de France, j'ai fait les championnats du monde. Mais la seule compétition que j'ai pas, championnat d'Europe, la seule compétition que j'ai pas faite en tant qu'athlète, c'est les Jeux Olympiques. Et on s'était dit, oui, pourquoi pas essayer pour 2024. Donc en fait, c'est ça qui me fait avancer aujourd'hui. J'ai envie d'aller au bout. J'ai envie d'aller au bout du projet. Et donc voilà. Donc c'est lui qui m'avait mis un petit peu la puce à l'oreille en me voyant la première fois, parce que Laurent Thirionnais fait partie, quoi. Il est dans la même catégorie que moi, donc lui aussi pédale que d'une jambe. Donc il savait un petit peu de quoi il parlait. Donc voilà. Et donc là aujourd'hui, ça donne quoi ? Et là, je vais passer la parole à Gérard. Pour que les gens, parce que moi je suis arrivé, vous m'avez donné des éléments de vitesse et je vais rien dire, je vais laisser. Mais ça donne quoi déjà, avant de parler de résultats que tu as pu avoir, Christelle, mais pour que les gens se repèrent un petit peu à quel point, avec une seule jambe, ce que Christelle est capable de faire. Déjà, c'est qu'il y a pratiquement en France pas de concurrence. Il n'y a pas de filles qui savent faire du vélo avec une jambe en France. Donc à l'étranger, il y en a quelques-unes. Il y a des filles aussi qui n'ont pas la jambe du tout, c'est-à-dire que ils ont quand même 10 ou 15 kilos de moins. Vraiment dans sa catégorie, c'est-à-dire avec le même handicap, une jambe qui est raide. Il y a une Allemande, il y a une Brésilienne. Ils sont loin de Christelle au niveau performance. Vraiment dans sa catégorie, j'en connais pas une qui va plus vite qu'elle. Donc déjà, maintenant c'est les classifications qui sont faites de telle manière, ou les qualifications par exemple pour Tokyo, parce qu'elle aurait pu aller à Tokyo, mais elle est WC2,
Et Tokyo, c'est WC 3, 2 et 1. C'est-à-dire qu'ils mélangent les catégories ensemble. Donc c'est sûr qu'une WC2 ne peut pas battre normalement une WC3. Je vais juste rajouter quelque chose, parce que pour Gérard, c'est simple. Quand on dit WC2, c'est vraiment la catégorie de handisport. Donc sachant que moi, quand les personnes font du vélo normalement, avec leur handicap, il y a 5 catégories. C1, c'est les plus handicapés, et C5, c'est les moins handicapés. Et moi, je suis en WC2. Donc W pour woman, C, c'est la catégorie de vélo, et 2, c'est la catégorie, la classification. Ok, ouais, ça permet de classifier un petit peu et de voir. Voilà. Okay. Voilà, donc si vous voulez, au niveau olympique, ils ont fait, pour pas qu'il y ait trop d'épreuves, ils ont mélangé les 1, les 2 et les 3. Ce qui pratiquement est impossible. C'est-à-dire que soit le pays les emmène quand même pour progresser, pour se préparer pour d'autres Olympiades ou pas, ou il les laisse à la maison. Même la championne du monde qui est allemande, qui a pourtant 2 jambes, ils l'ont laissé à la maison parce qu'il n'y avait pas sa classification. Ouais, donc, ça, c'est un peu dur. Ouais. Encore une fois, on est sur le schéma d'être au bon moment, au bon endroit, avec des classifications. Ça, c'est compliqué à accepter parce que on ressent la discrimination, on a l'impression que c'est les gens qui sont moins handicapés, plus médiatiquement faciles à regarder que les gens qui sont plus handicapés, qui sont pas devant l'écran. Et je considérerais que s'ils pouvaient faire tous les 4 ans changer les catégories, tout le monde puisse faire leur jeu à leur catégorie, ça serait l'idéal, ça serait super. Et que là, des fois, on se dit que si pour Paris c'est encore la même chose, c'est un peu compliqué. Alors le pire, c'est qu'au niveau de la Fédération française handisport, pour aller à Tokyo, ils ont demandé aux athlètes qui étaient WC2 de battre les athlètes WC3. Si on voulait aller aux Jeux... S'ils voulaient aller aux Jeux de Tokyo. Ce qui est pratiquement impossible. Puisque... Alors le pire, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'à cause de ça, ils ne l'ont même pas emmené au championnat du monde de sa catégorie, qui avait lieu 1 mois et demi ou 2 mois avant les Jeux Olympiques. Elle bat la championne du monde en titre 1 mois avant, qui renouvelle son titre de championne du monde 1 mois après. Mais elle, il n'était pas là. Alors ça, c'est là que j'ai trouvé vraiment injuste. C'est compliqué. En fait, là, je vais réexpliquer parce que déjà, pareil, encore, il part dans son truc. Lui, il sait de quoi il parle, donc c'est compliqué. Là, en fait, pour être sélectionné au championnat du monde, ils ont pris les critères des Jeux Olympiques. Alors qu'il y avait un championnat du monde de ma catégorie que je pouvais, moi, participer et défendre mes chances. Ils m'ont même pas laissé défendre mes chances au championnat du monde, alors que j'aurais pu... alors comme ils avaient pris les critères des Jeux Olympiques, les critères des Jeux Olympiques, c'était être dans les 5 premières avec les WC3, chose qui est infaisable avec mon handicap. Et donc, au championnat du monde, j'ai été privée de championnat du monde parce qu'ils avaient pris les critères des Jeux. Alors ça, c'est un peu compliqué aussi à avaler parce que, bon, on peut faire les championnats du monde et pas faire les Jeux Olympiques, parce que moi, les Jeux Olympiques, les critères, ils étaient clairs dès le départ, donc on savait que, voilà, donc je fais pas, mais au moins pas me priver des championnats du monde, quoi. En fait, on est encore dans ce schéma qu'on voit dans plein de sports et puis dans la vie de tous les jours, c'est la prise de décision qui est faite à un niveau qui est déconnecté totalement de la réalité. Et là, ça a un impact tel pour toi, pour ton quotidien, etc. Ils m'ont physiquement, et mentalement, ils m'ont achevé parce que il y a un moment, je dis ça sert à rien de continuer parce que si, il y a des choses qui dépendent pas de moi, et des choses dans la compétition. Une compétition, c'est une compétition. Tu peux avoir plein de problèmes mécaniques ou pas être en forme ce jour-là. Là, ça dépend de moi. Mais il y a des choses que même quand tu avances, quand ça dépend pas de toi, les décisions, c'est compliqué. Et ça a été compliqué. D'ailleurs, quand j'ai pas été sélectionnée au championnat du monde l'année dernière, j'ai dit à Gérard, il faut vraiment que je fasse quelque chose, que je me prouve que je peux être capable de faire quelque chose. Donc j'ai été me monter le Ventoux. Et vraiment, c'était mon championnat du monde à moi. Et on s'est fait plaisir ce jour-là. Je me suis fait plaisir et voilà. Alors le plus, je vais pas dire rigolo, mais dans cette histoire, c'est que les critères de sélection pour aller au championnat du monde de cette année au Canada, il faut avoir fait une médaille dans les championnats du monde de l'année dernière qu'elle n'a pas eu le droit de faire, de sa catégorie. Je suis désolé de rigoler, mais c'est tellement absurde que des fois... Il y a des choses vraiment compliquées à comprendre, surtout quand
quand on est athlète et qu'on on se prépare. Hein. Moi, j'habite à Paris, je viens ici, je viens à Roubaix pour faire du derrière moto, pour me donner du rythme, pour pouvoir être au point à ma Coupe du Monde. Voilà, et oui, on se décarcasse. C'est mon truc de sportif de haut niveau quand même, de la préparation, mais on fait pas semblant, quoi. Donc, quand il y a des décisions prises comme ça et qu'on va nous rapporter, oui, mais à la voile, c'est comme ça, à la natation aussi, non. Non, il y a des choses l'équité des fois elle est pas adaptée, quoi. Il y a aucun sens sur ce genre de choses. Alors on n'a pas répondu à cette question, mais juste pour nous donner des chiffres, ce que tu viens de faire la séance d'entraînement, quand je suis arrivé, vous avez donné un chiffre, c'était combien de kilomètres-heure 60 km,3. Voilà. Derrière moto. Bon, je suis aidé avec la moto, voilà. hein, mais. Oh oui, mon Dieu, quelle aide. Alors juste, on va préciser parce qu'il y a des gens qui savent pas, mais t'es pas accroché à la moto. Non. Tu te sers juste de l'aspiration. Voilà, c'est ça. Donc voilà, messieurs, mesdames, allez-y, prenez votre vélo. Si vous avez la chance d'avoir un petit compteur, allez-y, tapez dans le 60 km/h. Vous allez voir. Alors que quand elle a repris le vélo en paracycliste avec sa jambe, elle avait du mal à rouler à 15 à l'heure. Ouais, les toutes premières fois, je savais pas. C'était bien parce que là, j'arrive à la suivre. Mais maintenant, j'arrive plus encore. Mais bon, voilà, avec une seule jambe. Déjà, 60 km avec 2 jambes, c'est vraiment déjà difficile sur du plat, parce que là, tu es sur du plat. Hein. Enfin, voilà, il n'y a pas de pente et machin. Donc là, avec une seule jambe, bravo. Je tiens à le dire, voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas sportif de haut niveau du tout, mais j'ai des notions de savoir à peu près ce que ça donne comme palier. Là, le 60 km/h. C'est quoi l'avenir pour toi ? L'avenir. Alors, l'avenir, dans le viseur Paris 2024. Mais l'avenir plus proche, donc il y a les championnats du monde. J'aimerais décrocher, pourquoi pas, peut-être pas sur le championnat du monde au Canada, parce que je connais le circuit et des choses que, et des fois il y a des circuits qui conviennent mieux que d'autres. Donc là c'est sur route quand tu parles. Là c'est sur route, ouais. Et là prochainement, j'espère me qualifier pour les championnats du monde sur piste, qui se dérouleront là où je travaille, à Saint-Quentin-en-Yvelines, donc à la maison. Oui, j'aimerais bien faire vraiment une médaille au scratch. J'imagine qu'en plus à la maison, tout. Ça va être une pression supplémentaire parce qu'automatiquement il va y avoir des proches qui vont être dans les tribunes, tout ça. Mais après, maintenant, le fait qu'ils m'ont fait un petit coup l'année dernière avec le chemin du monde sur route, j'ai toujours peur de me dire si je suis sélectionnée, j'aimerais bien être sélectionnée. Je suis emmenée à la maison, ça coûte zéro pratiquement. Donc, elle est pessimiste, mais là encore plus là. Ouais, c'est compliqué. Je comprends, il y a eu un coup. Je comprends. Mais voilà, il faut aller chercher l'optimisme. Mais il y a eu un coup derrière qui explique derrière la tête, quoi. Je veux dire, quand on est entre guillemets mis de côté pour des raisons qui n'ont pas de sens. Voilà, c'est difficile à avaler. Quand il y a des choses qui sont explicables, on me dit, toi, on me donne des explications claires et nettes. On peut toujours les comprendre. Que là, c'est incompréhensible et c'est un échec, quoi. C'est pas un échec, mais c'est compliqué, quoi. Sportivement, Tokyo, elle n'avait pas forcément sa place puisqu'elle allait battre une catégorie handicap inférieur. Par contre, au championnat du monde, un mois avant, elle bat la championne du monde en titre qui est renouvellement championne du monde. Elle avait sa chance. Faire au moins une médaille. Mais non, il n'y a pas été. On l'a privé de championnat du monde. Et d'un point de vue organisation aussi, là tu parles par exemple des championnats du monde au Canada, ça demande une logistique. D'un point de vue vie professionnelle, est-ce que ces déplacements sont payés, etc. Parce que moi j'aime bien mettre le doigt là-dessus parce que c'est vraiment des sports. Si elle est qualifiée par la Fédération française handisport, c'est pris en charge. Si elle veut y aller... Après, les championnats du monde, on ne peut pas y aller on peut pas. individuellement. Par exemple, mais dans d'autres compétitions, là, pour Ostende, pour la Coupe du Monde, elle est prise en équipe de France puisqu'elle était 4e mondiale l'année dernière. Donc, elle est prise en équipe de France. Ceux qui ne sont pas pris, ils peuvent aussi y aller à leurs frais. Voilà, ce qui coûte pour la semaine à peu près 800 € quand même, qui payent donc c'est pas non plus négligeable. Donc oui, quand je suis en équipe de France, je suis prise et puis après, soit on fait des choix. Là, par exemple, fin du mois de mai, il y a des championnats d'Europe où je suis titrée, c'est moi qui ai le titre, donc je vais aller défendre mon titre de championne d'Europe en Autriche. Là, l'équipe de France ne se déplace pas. Donc là, c'est Villeneuve-la-Garenne, le club de Villeneuve-la-Garenne qui prend en charge mon déplacement. Alors que tu vas défendre ton titre. Alors que je vais défendre mon titre. Voilà. Donc, Mais ils prennent en charge pour personne. Ils ont décidé, en fonction des budgets qu'ils peuvent avoir, ils décident des voilà. Ils préfèrent peut-être emmener quelqu'un de plus au championnat du monde au Canada. Ce qui n'est pas illogique. Ce qui se comprend, mais... Oui, ça, c'est ce qu'on comprend. Voilà. Mais ça a un impact pour toi financièrement. Et c'est là complètement, où ouais. Tout ce qui s'explique se comprend.
à condition qu'on explique. Le problème qu'il y a eu l'année dernière, c'est qu'on n'a rien expliqué du tout. On a dit, voilà, il y a des critères qui sont faits, des critères qui, à mon avis, sont quand même assez discriminatoires. Puis ça incite quand même, parce que moi, je sais que pour un athlète, participer à des jeux, c'est le Graal, quoi. Donc l'incitation à passer aux produits peut-être dopants, parce que d'aller essayer de battre une catégorie supérieure, à part ça, je vois pas comment on peut faire. Donc c'est là aussi qu'on a de la chance, que j'ai de la chance, moi, d'être... bon, je dis pas que j'aurais pris, hein, mais je suis accompagnée, j'ai de la chance d'être accompagnée, d'être entourée. Et voilà quoi, donc pour lutter contre le dopage, il faut aussi avoir une cohérence à tous les niveaux. Faut complètement, parce que je pense que des athlètes qui sont pas bien entourés et ils se disent moi je peux aller au jeu si voilà, c'est sûr qu'ils vont pas hésiter, surtout quand on voit combien ils gagnent sur un podium des jeux, quoi. Ça refait bien la saison, quoi. Donc 50 000 €, ça permet de tenir. Oui. Ouais, j'imagine bien. Oui, c'est même 65 000. 65 000, ouais. Et si une entreprise nous écoute et qu'elle aime votre histoire, qu'elle aime ton histoire, Christelle, est-ce qu'elle peut demain dire j'ai envie de financer une partie de ta carrière pour t'aider, ou en tout cas de t'aider dans ton objectif pour aller à Paris 2024? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Totalement. Après, c'est vrai que ça aussi, c'est beaucoup le rôle de Gérard de manager un peu là-dessus, parce que mais sinon, oui, totalement. Si je peux représenter une entreprise... ou même faire peut-être des mini-conférences, même si c'est pas l'exercice que je préfère, parce qu'il y a une certaine résilience qui est en moi quand même, donc qui peut dégager des choses même en entreprise. Oui, pourquoi pas. Ce qu'elle fait déjà avec les écoles par rapport au club et par rapport... voilà, donc... ouais. Ouais, il faut partager. Voir comment les jeunes ils peuvent réagir, quoi. C'est comment elle fait pour pédaler avec une jambe, etc. C'est aussi l'intérêt de ce podcast, alors, parce qu'on a parlé avec Stéphane, l'intérêt c'est aussi de mettre en avant des belles histoires et autres, mais c'est aussi d'avoir un peu un rôle éducatif, quoi, de faire comprendre ce qui existe dans le sport, qui sont les personnes, que être sportif c'est pas que des gens valides, ça peut aussi être des gens qui ont un handicap, enfin voilà, il y a plein de choses, donc c'est l'objectif, et c'est pour ça qu'on est rentré dans des détails à des moments, et c'est important. Donc si il y a des entreprises qui nous écoutent et qui sont intéressées, on mettra des liens dans les notes du podcast. Au pire, même vous me contactez, puis je redispatcherai le contact. Mais bon, je pense qu'ils sauront contacter la bonne personne. Et ce qui est important aussi, c'est pour l'avenir. C'est-à-dire quand elle va arrêter sa carrière sportive, là, je sais que ça la perturbe de ne pas savoir ce qu'elle va faire après Paris. Je peux toujours travailler au sein du Vélodrome. Oui. Mais bon, faut être sûr de la chose. Une fois, si on dit oui, il n'y a pas de souci, tu as tant d'heures et tu peux travailler, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit souci qui traîne dans la tête, c'est normal. C'est vrai que Jean-Loup, le directeur du Vélodrome de Saint-Quentin, l'a bien aidé et lui a permis un petit peu, justement de faire un peu de mi-temps pour pouvoir, voilà. Mais c'est bien de le citer, parce que je pense que lui aussi il contribue à complètement, oui. Voilà, je pense qu'il faut jamais hésiter à les citer. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de rajouter avant de terminer ce podcast, un message, un remerciement à quelqu'un qu'on n'aurait pas cité, ou même un apprentissage que vous avez fait et vous avez envie de dire tiens, on n'en a pas parlé, je voudrais le dire? Non, il faut croire à son histoire, et puis quand on voit les progrès que Christelle a fait depuis qu'elle est dans cette situation, même elle n'y aurait jamais cru. Ouais, complètement. Je pense que le corps humain, il a une adaptation terrible, quoi. Je pense qu'on peut s'adapter à toute situation. Quand je vois, moi, des athlètes handisport, voir le handicap qu'ils ont, ça remet sur terre, et qu'on se dit, en fait, on n'a qu'une vie, il faut foncer, il faut croire en ses rêves et essayer de donner tous ses moyens pour pouvoir avancer, quoi. Et pas se laisser casser par des gens qui sont dans des bureaux et qui connaissent pas forcément l'histoire, et qui, pour eux, la seule chose, c'est d'avoir une médaille, quoi. Donc il y a l'équipe de France de cyclisme, que c'est normal, c'est leur métier d'aller chercher les médailles. En handisport, on devrait être un peu plus quand même prendre soin des sportifs handicapés, et surtout de ceux qui sont le plus handicapés. Parce que là, en ce moment, moi j'ai l'impression que c'est la course aux petits handicaps pour aller chercher des médailles. Pour moi, c'est pas forcément le rôle. D'avoir des médailles, c'est bien, mais c'est pas forcément le rôle d'une fédération handisport. C'est plus le rôle de la Fédération française de cyclisme, là c'est normal. Maintenant, en handisport, il faudrait quand même
tout l'argent qui est dépensé serve aussi aux vrais handicapés. Et ça, pour l'instant, je ne crois pas que c'est le cas. Merci pour ce message parce que s'il peut servir à faire bouger des petites lignes tout doucement, voilà, il y en a un qui écoute et tout, on relaiera tout ça aussi et puis chacun prendra ses responsabilités, mais en l'occurrence effectivement de te permettre à toi d'aller défendre tes chances et à la limite comme t'es quelqu'un qui a l'esprit de compétition, t'accepteras si quelqu'un est plus fort que toi. Maintenant, complètement. De pas pouvoir défendre tes chances, là c'est plus compliqué. Voilà, c'est vrai. Déjà c'est compliqué d'avoir des adversaires qui ont 2 jambes dans sa catégorie, enfin sa classification. C'est compliqué, mais bon, c'est comme ça, la classification elle est comme ça. Mais après, demander d'aller faire des résultats avec des filles qui sont en classification handicap inférieur, c'est pas logique. Pas logique du tout. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de me recevoir dans ce superbe endroit, vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est un bel beaucoup. endroit. Ouais. Merci et on va dire bon vent. Là, on va le dire, on est fin avril, on verra quand est-ce que le podcast sera diffusé et peut-être que d'ici là, je ferai un petit update sur des résultats que tu auras eu et tu me tiendras au courant. Je croise les doigts. Ouais, vous me tiendrez au courant, on croise les doigts. C'est quoi les championnats de France qui a... Début juin, il y a championnat de France. Ok. Voilà. Mais là c'est début mai, à Ostende, Coupe du Monde sur route. Donc là, c'est le plus important parce que c'est là qu'il faut que j'aille décrocher mon billet pour le championnat du monde. Donc j'ai la tête dans le guidon là. Donc quand on diffusera le podcast, il y a de fortes chances qu'on pourra faire un update sur cette fin là. On dira hop, je ferai un petit message dans J'espère. le Mais en tout cas, si je me qualifie pas pour le championnat du monde, je me fais des objectifs parallèles pour pouvoir, comme là, le Ventoux l'année dernière. Donc voilà, j'essaye de faire ça. Top. Merci à vous deux. Vraiment. Merci bien. Sincèrement. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.